Voilà donc pour les news de la semaine. Et donc, passons à notre deuxième rubrique du jour. Les affiches de cette semaine. Tiens, on peut commencer par les débuts de De'Aaron Fox, peut-être, du côté des Spurs. Tu as vu le match contre les Charlotte Hornets. Oui, alors du coup c'était le deuxième match de Oui. De'Aaron Fox, mais effectivement, on est un peu dans la période post-trade deadline où les matchs qu'on va regarder, c'est plutôt par curiosité pour voir qu'est-ce qui a changé parmi les effectifs où il y a des nouveautés. Donc effectivement là c'était les Spurs de De'Aaron Fox contre les Hornets qui du coup n'avaient pas encore récupéré Mark Williams, puisque Mark Williams était déjà un joueur des Lakers, mais il n'y avait pas Dalton Knecht de l'autre côté, donc c'était une équipe un peu limitée des Hornets, surtout qu'on n'avait pas de Brandon Miller qui était blessé. Et avant toute analyse, je voulais quand même faire un petit point en disant que sur un terrain de basket, LaMelo Ball et Victor Wembanyama en même temps, c'est quand même très fun. Parce que ces deux mecs, alors dans des profils très très différents, mais C'est le match TikTok, on peut dire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est vraiment deux mecs qui font des choses souvent inédites, plusieurs fois dans un match. Et je trouve ça, enfin voilà, c'était un match super fun à regarder, d'autant plus que du coup, en l'absence de Mark Williams, c'est Moussa Diabaté, donc l'autre français pivot qui était titulaire. Donc on a eu un duel Diabaté et Wembanyama assez spectaculaire, avec Moussa Diabaté qui avait comme seule mission sur le match de mettre Wembanyama sur un poster. Ça s'est pas toujours très bien terminé pour lui, mais il y a une fois où il a réussi à lui mettre dessus. Donc non, c'était un match assez intéressant tactiquement, et puis surtout assez spectaculaire parce que LaMelo et Wemby. Euh, de manière générale, on en avait déjà parlé un petit peu, mais je trouve que cette équipe de Charlotte n'est pas là où elle devrait être en termes de classement. Je la trouve trop basse. Je trouve que c'est une équipe qui est meilleure que le classement laisse penser, en tout cas. Et j'aime bien globalement l'utilisation qui est faite de la LaMelo Ball, notamment sur les débuts de possession. Après c'est plus compliqué, il a tendance à garder la balle un peu longtemps en main, mais j'aime bien la capacité qu'ils ont, alors que ce soit par des zoom action ou des Miami action. Donc en gros c'est juste de la combinaison de pick and roll et de hand-off, de dribble hand-off, de main à main. Il y en a une, c'est l'un avant l'autre, et puis l'autre l'une après l'autre. Mais globalement, je trouve qu'ils sont bons à mettre en mouvement leur porteur de balle avant les situations de pick and roll, et ce qui a permis notamment sur le début de match de vachement cibler le drop de Wemby, puisque Wemby a commencé en drop, et donc on a eu LaMelo Ball et Dennis Smith Jr. qui en ont bien profité pour mettre des flotteurs, pour mettre des tirs à mi-distance. Voilà, d'autant plus que, et c'est là où je veux bien savoir ce que tu en penses, mais je trouve que pour l'instant Fox et Chris Paul jouent beaucoup ensemble. Ouais. Ouais. Et je trouve qu'il y a quand même, alors offensivement on y reviendra, mais défensivement ça te met quand même dans des situations compliquées où tu te retrouves avec les deux qui sont pas des super navigateurs d'écran, même si De'Aaron Fox ça va, c'est pas terrible, si terrible que ça, mais ouais, je trouve que c'est un peu redondant défensivement, mais aussi offensivement, d'avoir Fox et Chris Paul ensemble. Alors je me demande à quel point c'est juste quelque chose de transition, où on se dit, en fait, on va mettre les deux ensemble pour que Chris Paul puisse expliquer à De'Aaron Fox le système offensif. Honnêtement, je sais pas si c'est ça, mais je trouve que les deux ensemble, à terme, je trouve pas ça super viable, défensivement, mais aussi offensivement, je trouve que c'est redondant. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il y a une question peut-être de statut aussi, quoi. Genre, en fait, t'es un peu obligé, quoi. Tu peux pas envoyer sur le banc Chris Paul, alors que tu l'as signé un peu en Ah grande ouais? pompe, pas non plus, mais ouais, il y a quand même un côté, viens chez nous, on te paye 10 millions l'année, alors que je suis pas sûr qu'il ait mérité en sortie de saison 2023 et 2024, quoi. Il est sur un contrat court. Voilà, si Stephen Castle, le rookie, tu sors du banc pour les 6 derniers mois, là, c'est pas très grave, quoi. Je pense qu'il y a une question un peu de statut, quoi. Tu se fais pas sortir du banc Chris Paul, que t'as fait venir, qui a un rôle de vétéran et tout. Moi, je l'interprète un peu comme ça. Mais c'est vrai que, alors, défensivement, il y a des conséquences un peu négatives, hein, forcément. T'as des implications de le faire jouer ça. Mais tu vois, de l'autre côté, moi, ce qui m'a un peu étonné et agréablement surpris, pardon, c'est que tu vas me dire ce que t'en penses, toi qui as vu le match. Moi, j'ai simplement vu des highlights et j'ai regardé toutes les possessions, tous les tirs de Fox, mais il y a un côté où j'espère que ça va permettre de le faire bouger un peu plus, en fait, De'Aaron Fox. Tu vois, j'ai pas mal de fois là en tête où je te décris un système très, très basique. Alors, je sais plus si c'est contre Atlanta ou contre les Hornets,
mais donc Chris Paul qui va faire une pistol action où donc il remonte sur l'aile gauche, voilà. Sur l'aile gauche, il y a Champagny qui vient faire un écran pour Chris Paul sur l'aile gauche, ok, et en fait c'est juste un appât, un decoy, parce que de l'autre côté, t'as De'Aaron Fox qui part depuis la ligne de fond, qui remonte, qui prend 2 écrans, et qui surgit sur l'autre aile, en fait, et qui peut attaquer, il reçoit le ballon, il attaque dès la réception de ballon, et en fait un peu en mouvement déjà, ce qu'on appelle un peu des stampede action ou des trucs comme ça, ou spot up drive. À l'époque on disait pas stampede action pour un peu faire snob, mais non mais ce côté un peu de le mettre en mouvement, et presque ça m'a rappelé aussi ce qu'a fait pendant des années Rick Carlisle. C'était un peu la formule secrète de Carlisle à l'époque des Mavs, surtout, enfin de tout temps, mais surtout à l'époque mi-2010 où il y avait plus personne en termes de talent, et que tu devais composer avec Barria, Raymond Felton vieux, Deron Williams un peu cramé, que des Devin Harris, que des mecs comme ça, ouais. Et qu'en fait, il y avait ce jeu qui était basé sur deux porteurs de balles ensemble sur le terrain et des renversements de jeu de l'un à l'autre, quoi, d'une aile à une autre, où tu fais un pick and roll sur l'aile droite, la défense se contracte un peu autour de ce côté droit, hop, tu renverses de l'autre côté, et t'as un autre porteur de balle qui est prêt à attaquer, qui a le passing, et qui a ce côté, je peux attaquer une défense, quoi. Donc, j'aime bien ça, et en plus, c'est vrai que ça permettrait de mettre De'Aaron Fox dans des conditions plus faciles, d'utiliser un peu plus sa vitesse, des tirs parfois plus assistés, hein, parce que s'il arrive lancé, qu'il fait un dribble et il va au panier, c'est cool, quoi. Donc je sais pas comment toi t'as senti un peu, mais ça pourrait être aussi un des points positifs de cette association de plusieurs porteurs de balles en même temps, c'est aussi vis-à-vis de Fox. Ouais, c'est clair, parce que ça te permet d'avoir Fox plutôt en deuxième créateur, et ce qui lui permet d'arriver plutôt lancé sur l'action. Le seul souci, je trouve, quand même à ça, c'est que Chris Paul, son tir est plus forcément respecté. Ouais. Et donc ça permet aussi le mec de CP3 peut venir en aide. Alors souvent c'est un extérieur, donc ça change pas trop la nature de la rim protection. Mais ouais, vu comme ça, oui, et je trouve qu'ils l'ont plutôt fait en deuxième mi-temps, là où en première mi-temps c'était un petit peu le à toi, à moi. Une fois c'est l'un qui crée, puis l'action d'après c'est l'autre, et l'un des deux va se mettre dans le corner, ou là où c'est moins intéressant. Mais c'est vrai que cette action, et d'ailleurs Devin Harris à l'époque, en tant que deuxième porteur de balle aux Mavs, puisque tu faisais référence, j'adorais ce joueur, je trouvais ça top. Surtout pour un mec qui avait été première option plutôt dans sa carrière, quoi. Ouais, qui avait aussi ce profil de très rapide, quoi, le mec qui peut pénétrer, hyper rapide, hyper vif, quoi. Et c'est vrai que De'Aaron Fox pourrait faire ça, quoi, pour le coup. Et du coup, le fit et l'entente avec Wembanyama, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on a eu beaucoup de pick and roll déjà? Est-ce que c'est des pick and roll pour des lobes? Est-ce que c'est des pick and pop? Est-ce que c'est juste on a un switch? Comment est-ce que tu as trouvé un peu ce premier duo? Justement, en début de match, on a les Hornets qui switchent, qui font pas mal de switch, et donc on a beaucoup insisté sur Wembanyama à l'intérieur, sur du post-up, sur des fade-away, et c'était plutôt efficace. J'ai noté aussi un système ACO, un système après un temps mort des Spurs, justement pour cibler les switches, avec Victor Wembanyama qui pose un écran sortant assez classique pour un tireur, ce qui fait qu'il se retrouve avec Dennis Smith Jr. sur lui. Non, pardon, non, je confonds avec le match des Mavs. C'est juste un pick and roll central, où Wembanyama va poser un pick and roll sur un meneur. Il me semble que c'est Chris Paul. Et donc après son écran, en fait, il va sprinter au panier, mais même pas pour recevoir le ballon, mais simplement on va faire une passe dans l'axe panier sur De'Aaron Fox, justement. Et en fait, Wemby, comme il y a un switch de Dennis Smith Jr., Wemby va le garder dans son dos, et puis il va flasher à la balle, il va le sealer proche du cercle, et donc il reçoit le ballon avec le petit sur lui. Juste pour dire, un sealer, du verbe seal en anglais, donc verrouiller, verrouiller la position. Voilà, c'est ça. Et on a un jeu en triangle derrière, et puis c'est Daquan Jeffries et Dennis Smith Jr. qui font un peel switch, donc Dennis Smith essaye de laisser Victor Wembanyama sur le rôle à Daquan Jeffries. Daquan Jeffries arrive un peu en retard, et donc on a un poster dunk énorme de Victor Wembanyama. Mais voilà, c'était le counter des Spurs sur ces changements sur écran, sur ces switches. C'était de demander à Victor Wembanyama de vite aller au panier, et puis après on réorganise l'attaque pour pouvoir le servir à l'intérieur. Plus tard dans le match, du coup, les Hornets ont arrêté de switcher, et donc on avait plutôt du drop de Moussa Diabaté. Et effectivement, c'est là que c'est intéressant d'avoir Fox et Wembanyama ensemble. C'est que De'Aaron Fox a cette force de percussion au cercle et le passing pour un peu avoir les deux, là où avant Chris Paul était plus limité en termes de drive, et Stephen Castle est plus limité en termes de playmaking. Donc ouais, c'est vrai que cette menace hybride de De'Aaron Fox, à la fois de la passe, à la fois du drive, est vraiment intéressante à côté de Wembanyama.
Bah, surtout que. Alors après, bon, je peux en parler aussi. Sans doute que j'ai mal fait mon podcast sur le trade de De'Aaron Fox, où j'ai peut-être pas assez insisté. Mais alors, si on reprendre très clairement mon propos, je trouve que c'est un excellent trade à court terme, déjà parce qu'il a rien coûté, quasiment, et parce que c'est un ajout de talent qui est fabuleux. Tu vois, ils ont concédé rien du tout, quoi. Bon, Trey Jones, moi j'aime bien Trey Jones, mais voilà, pour le court terme, c'est génial. Moi, le propos, c'était juste de dire, sur du long terme, est-ce que t'as forcément envie de te marier avec le premier venu, entre guillemets, et qu'à long terme, tu dises non, ce sera De'Aaron Fox ou avec Wemby, et puis non, on changera rien, on changera pas, quitte à ne pas aller sur, je sais pas moi, si Doncic devient dispo en free agency, si Devin Booker se fâche avec les Suns, tu vois, n'importe quoi, mais voilà, moi, c'est un peu l'idée, c'est Fox, c'est très très cool, et j'adore pour l'instant, et je pense que ça peut être très bien à court terme, et voire à moyen terme, mais je veux dire, faut peut-être pas se priver de mieux à long terme parce que tu as un aspect où bah ouais, t'es quand même Wembanyama, quoi. Tu vois, je pense que tu pourras prétendre à attirer des mecs hyper bons et des top 10 NBA ou top 15, quoi. Alors, c'est pas facile, c'est pas toi qui décide quand est-ce qu'il y a un top 10 qui est disponible, c'est pas toi qui décide qui est vendeur ou qui n'est pas vendeur, mais on sait que dans la NBA actuelle, c'est un peu le cas. Mais bref, pourquoi je parle de tout ça, c'est que moi, il y a un aspect que j'ai pas trop développé dans le podcast non plus, mais moi, Fox, j'étais un peu amoureux de son passing, mais tôt en carrière. Je sais pas si tu te souviens de cette époque-là. Ouais, bah, c'est l'époque où t'as les Kings qui courent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et effectivement, ouais, où ça joue super vite avec Huerter qui prend que des tirs à 3 points en première intention sur des contre-attaques. Et oui, et où le passing de De'Aaron Fox était super. Et c'était presque sa spécialité. Avant qu'il ajoute le mid-range qui est devenu un petit peu sa deuxième valve, tu sais, quand le drive est pas possible. Au début, De'Aaron Fox, c'était un mec, quand le drive était pas possible, bah, c'était la passe. Et puis au fil du temps, c'est devenu le pull-up à mi-distance et la deuxième option, et la passe devient la troisième. C'est un peu ça, ouais. Et il y avait vraiment des séquences et des passes. Moi, j'avais fait un tweet, je me souviens, une passe complètement folle, en mode excusez-moi, De'Aaron Fox, il a mangé une pilule Manu Ginobili, quoi. Parce qu'en plus, main gauche, je crois, mais une passe qui était incroyable. Et c'est un truc qu'il avait pas trop à la fac. Il avait un peu de passing, mais bon, voilà, le prospect top 5, top 10, mais pas vraiment génial passeur, quoi. Et donc, première année, bon, pas trop. Deuxième année, il monte ce passing, je fais, ah ouais, là, je commence à tomber amoureux. En l'occurrence, il se trouve qu'il s'est développé, comme tu dis, un peu plus comme un scoreur, et qu'on n'a jamais trop retrouvé ce passing. Donc, tu vois, c'est un des trucs que je vais un peu surveiller avec Wemby, enfin pas que Wemby, mais à quel point est-ce qu'on peut pas, notamment Chris Paul qui est encore là et tout, mais est-ce qu'on pourrait pas un peu déplacer le curseur ou en tout cas essayer de retrouver un peu ce passing génial, quoi, parce qu'il y a vraiment des flashs, c'est pas n'importe qui peut faire ce genre de flash, quoi. Donc j'ai hâte de voir ça, mais c'est vrai que du reste, on l'a même pas dit d'ailleurs, les Hornets qui ont gagné sur ce match-là. Moi, les points à surveiller, c'est à quel point on peut avoir un mec qui va être un peu tranchant et implacable sur isolation et sur drive, notamment. Pour moi, c'est un peu le point central de tout ça, quoi, parce que le joueur, on le connaît. Pour l'instant, je dirais qu'on est quand même sur un bon, voire très bon, notamment en drive. Si on a une explosion en mode ah tiens, je deviens élite, là c'est un step qui propulse le joueur et l'équipe dans une autre dimension, en fait. C'est clair. Mais la grosse histoire du match, en fait, c'est Fox parce que c'est un de ses premiers matchs, mais c'est Stephen Castle qui fait un match, un match monstrueux. Encore, mais alors que ce soit offensivement ou il a cette qualité de drive qui est quand même folle, et en plus il met ses tirs. C'est ça l'histoire du match, c'est qu'il met ses tirs. Attends, je te sors le truc à 3 points. Ouais. Il a 33 points, 10 sur 15 au tir et 3 sur 5 à 3 points. Est-ce qu'il y a encore eu le coup de on essaie de mettre un pivot sur lui, on l'abandonne à 3 points et lui il est capable de punir? Parce que c'est un peu l'histoire de. D'accord, ok. Parce que ça arrive aussi, tu vois, contre Memphis, il faisait ça, au bout d'un moment, le mec a mis ses 3 points. Donc t'es gentil, tu mets Zakidi sur moi, mais je mets mes pull-ups, je mets mes 3 points et puis t'es puni, quoi. Donc non, c'est même pas ça. Par contre, ils sont passés en dessous sur les écrans, c'est ça le truc, là où t'as raison, c'est que c'était scouté. T'as la Melo Ball à un moment qui lui laisse 3 mètres, et c'est marrant, t'as la Melo Ball qui lui laisse 3 mètres, lui, donc il pull-up 1 mètre derrière la ligne, et t'as tout le banc des Hornets qui applaudit en mode ouais, c'est ce qu'on veut, il le met. Et attends, c'est Charles Lee, le coach des Hornets, je dis pas de bêtises. Oui. Ouais, et t'as Charles Lee qui sourit et qui applaudit en mode ouais, bah ok, bon, c'est ce qu'on voulait, il le met, bon, d'accord, bien joué, mon grand. Mais non, c'est Stephen Castle qui change un petit peu toute l'attaque des Spurs, parce qu'ils ont vraiment galéré en début de match, justement, avec Fox et Chris Paul. Et ils rentrent.
comme les Hornets switchaient, ils ont fait un peu le move classique qu'on voit notamment au niveau des Cavs, c'est le ghost, alors je sais jamais comment il s'appelle, le ghost screen ou le slip screen, de Max Strus qui fait semblant de venir faire l'écran et qui va se replacer à 3 points. Ouais, un écran fantôme, ouais, un ghost screen, on peut dire, ouais. Ouais, un écran, ouais, voilà. Et justement, le problème de ces écrans fantômes, c'est là où c'est compliqué, c'est comme l'écran est pas vraiment posé, est-ce qu'il faut switcher ou pas, et donc ça peut avoir apporté de la confusion sur les défenses de switch. T'as une fois Devin Vassell qui vient en poser un sur Stephen Castle, et pareil, à un moment t'as la même chose entre Chris Paul et De'Aaron Fox, et à chaque fois alors une fois t'as un tir à 3 points ouvert, et l'autre t'as une ligne de drive ouverte pour Stephen Castle, donc c'est un peu logique. Ouais. Et deux dernières choses sur ce match, tu sais le tir à 3 points mais en course, en double pas de la Melo Ball, tu sais, qui fait de plus en plus. Alors, il y a l'aspect, c'est un peu révolutionnaire, personne ne le fait trop, c'est intéressant. Il y a un aspect sur lequel je trouve que c'est super intéressant, c'est que c'est beaucoup plus facile pour lui de faire du coup 1-2, se lever, et ensuite de faire une passe, que sur un tir arrêté. En fait, la feinte, comme il va sauter un peu plus haut, la feinte a plus d'impact. Et il y a une action dans le match où justement il fait ça, il fait 1-2, du coup De'Aaron Fox, il se dit ouais, je sais qu'il va tirer quand il fait ça, donc il vient en aide, il saute, mais en fait la Melo Ball, comme c'est un process un peu plus long, le fait de faire 1-2 plutôt que juste de faire un catch and shoot, il a le temps de voir venir que De'Aaron Fox vient en aide, et donc il peut faire la petite passe, ça laisse Seth Curry tout seul sur un catch and shoot, et il y a 3 points du coup. Mais voilà, ça c'est un truc qui fait super bien, comme il passe son temps à sauter quand il a le ballon, il fait que des passes en l'air. Je trouve qu'il est... Alors, c'est intéressant, parfois ça le force aussi à faire des décisions bizarres, mais voilà, c'est un élément marrant. Et puis dernier truc, j'en ai marre des équipes, quand elles sont à +2, c'est encore pire à +3, mais quand elles sont à +2 ou à +3 et qu'il reste une défense à faire et qui viennent, qui délaissent un tir dans le corner ouvert pour venir essayer de sauver un drive, mais à la limite donne le layup. Donne le layup, tu vas en prolongation, parce que là du coup les Spurs sont à +2. Il y a LaMelo Ball qui drive à droite, alors je sais plus qui défend, mais le mec qui défend le corner à l'opposé fait une aide mais super agressive sur le layup, et du coup t'as Miles Bridges qui est tout seul dans le corner opposé à 3 points, et les Spurs perdent là-dessus. C'était déjà l'action, il y avait une action comme ça, pareil sur un Mavs Lakers il y a 2-3 ans, où les Lakers sont à +3, et je sais plus qui vient en aide, il me semble que c'est Danny Green qui vient en aide, qui laisse... Oui, ça me dit un truc ça, ouais. Un des premiers matchs de Austin Reeves, non? Ou c'est pas le match où il y a LeBron qui fait le même avec Austin Reeves, là, qui comprend rien quand il lui parle. Donc je crois que c'est ça. Ce match, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Du coup, c'est mon petit pet peeve, quand vous êtes à +2 ou à +3, arrêtez de laisser les tireurs à 3 points ouverts. Ouais, parce qu'ils perdent sur un 3 points de Miles Bridges, quoi, au final, qui fait d'ailleurs un gros match, 25 points. Non, moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors, Tidjane Salin est revenu, côté français aussi. Alors, depuis quand, j'ai peut-être loupé l'info, mais il avait une petite blessure il n'y a pas longtemps, donc tant mieux. Il a joué, là, je vois. Non, mais surtout, alors, Mark Williams va revenir, mais Moussa Diabaté aussi, qui prend aussi pas mal de minutes. Ah ouais, super. Il paraît que la défense sur Wemby a été pas mal en termes de... On sait que c'est pas un attaquant forcément, un Moussa Diabaté, mais en termes de très grand, très long, hyper athlétique, et la défense et le rebond, c'est un peu sa carte à jouer, quoi, pour le coup. Bah ouais, parce que c'est un profil que Wembanyama aime pas trop, tu sais, des pivots alors super énergiques et un peu plus petits que lui. Notamment au rebond, en fait, Moussa Diabaté, avec un centre de gravité beaucoup plus bas, a vraiment posé des problèmes à Victor Wembanyama sur le rebond. Il prend, il me semble, 7 rebonds offensifs sur le match Diabaté. Et puis ouais, le drop franchement est fonctionnel, il est quand même assez mobile pour que ce soit pas un drop super facile à cibler. Et puis après en attaque c'est du catch and finish sur du pick and roll. Mais non, moi j'aimais bien Moussa Diabaté aux Clippers, et j'apprécie qu'il ait une autre opportunité, notamment avec le départ / le retour de Mark Williams. Mais après, si Mark Williams est blessé, de toute façon Moussa Diabaté va jouer, hein, si Williams est blessé au final. Ouais, non, il a une vraie carte à jouer, et puis mine de rien l'association avec LaMelo Ball est aussi assez idoine pour lui, parce que c'est une relation assez symbiotique entre les deux quand même, en termes de menace verticale. Je vois qu'il y a 6 assists sur le match, je suis allé les regarder.
C'est 4 fois il donne la balle à la Melo Ball Non, c'est des fausses assists. Ouais, c'est des fausses assists. Et la Melo Ball qui prend la balle sur un dribble and-off, qui fait 2 dribbles et qui score. Ou alors 2 rebonds offensifs, il prend le rebond, il ressort et ça fait un 3 points. Mais donc ouais. Non, mais on est vraiment sur un profil défenseur rebondeur. Hein, mais ouais, non, intéressant dans cette équipe-là. Et je pense que c'est pas un hasard si les mecs se sont dit bon allez, on va essayer de vendre Mark Williams quoi. Et Nick Richards d'ailleurs. C'est que peut-être que Moussa Diabaté c'est pas parfait. Mais on a peut-être envie de lui donner de la place parce que, bah ouais, mine de rien, c'est un profil intéressant. Pas parfait, mais intéressant. Et puis, je vois aussi Nick Smith Jr. qui commence un peu à émerger là, depuis quelques semaines. Il fait encore un bon match, 19 points, 8 sur 13. Donc, ça aussi à suivre. Mais bref, voici pour ce Spurs contre les Hornets. Défaite des Spurs de 1 point. Bon, la défaite, on s'en fiche un peu. Quoique, maintenant, ça va jouer les playoffs, on est d'accord. Qui ça, les Hornets ou les Spurs? Non, les Spurs, ça cherche à jouer les playoffs en tout cas. Oui, bien sûr, oui, ça cherche. Ah oui, avec le trade de Fox, oui, bien sûr. On est d'accord. Ouais.